OD. Actuellement, bon, en France, c'est vrai que ça pose problème. L'avantage des AOD, c'est qu'on ne fait pas de TP, d'INIR, et on ne fait aucun examen. L'inconvénient, c'est qu'il n'y avait pas d'antidote. Aujourd'hui, il y a l'antidote, parce que la phobie, c'était ça. Un malade qui est sous AOD et qu'on doit opérer en urgence, par exemple, il peut saigner énormément. Maintenant qu'il y a l'AOD, qu'il y a l'antidote, donc le problème ne se pose pas. Mais malgré tout cela, actuellement en France, par exemple, on demande l'avis du malade. On lui demande, est-ce que vous voulez rester sous AVK ou bien sous AOD? Il y a certains malades qui disent non, moi je préfère l'AVK, je préfère aller au labo, faire mon TP, mon IR. D'autres vous disent, moi j'en ai marre de l'AVK et du labo, je préfère l'AOD et rester à la maison. Par contre, les autres préfèrent non seulement aller au labo, mais aussi pour sortir. Généralement, c'est des sujets âgés. Donc le problème, on demande l'avis du patient. Et bien entendu, éventuellement, le médecin aussi a un choix là-dedans. S'il voit que son malade n'est pas discipliné, il ne fait pas son TP, etc., là, on est obligé peut-être d'aller vers les AOD. Mais le médecin discute avec son patient pour l'indication AOD-AVK. Merci. Mais si je vous dis, on n'est pas au stade d'AOD chez nous en Algérie, donc ça ne se discute pas pour le moment. Donc... Je peux prendre de la parole. Professeur Zouzou, moi je reviendrai sur la question de l'amiodarone. Bon, vous dites que l'hypertension... Micro, s'il vous plaît. Je crois que j'ai une belle voix, non? Vous avez parlé de l'hypertension, l'HVG et l'HTA, où il ne faut pas donner de flécaïne. On ne donne pas de flécaïne devant une HTA, la fibrillation auriculaire et l'hypertrophie ventriculaire gauche. Maintenant, si on donne de l'amiodarone, est-ce qu'on est en présence d'un trouble de la physiologie thyroïdienne ou pas? Parce que déjà, à son tour, l'amiodarone est à l'origine de troubles du rythme si la thyroïde n'est pas bien explorée. Deuxième chose, bon, vous parlez de l'hypertension et la fibrillation auriculaire. Là, le problème c'est un facteur thromboembolytique majeur, la fibrillation auriculaire, beaucoup plus que les troubles du rythme ventriculaire. Vous dites qu'il ne faut pas donner d'anticoagulants si le malade n'est pas bien discipliné ou bien des AVK oraux. Alors, que faire devant des situations un peu délicates? Merci. D'accord. Je vous réponds pour l'amiodarone. En fait, le risque avec les autres antiarythmiques de mort subite est très élevé. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de donner de l'amiodarone pour prévenir la fibrillation auriculaire. Vous voulez prévenir la fibrillation auriculaire. Ça ne veut pas dire c'est pas tout le monde qui veut prévenir la fibrillation auriculaire. La fibrillation auriculaire, c'est un trouble du rythme qui apparaît chez le sujet hypertendu et avec la dilatation de l'oreillette gauche. Et on est certain, même si on va prévenir, ça ne veut pas dire qu'on va prévenir à 100% et qu'il ne va pas développer la fibrillation auriculaire. Il y a des médecins qui ne sont pas obligés de donner un traitement antiarythmique. Il va juste donner un ralentisseur. Il va dire à son malade, si vous allez faire une fibrillation auriculaire, vous allez bien tolérer cette fibrillation auriculaire. Vous allez faire la fibrillation auriculaire et je vous donne un bêta-bloquant parce qu'il faut également penser à la vie du patient. Si on va donner de la flécaïne alors que le malade il présente une hypertrophie ventriculaire gauche, eh ben, on risque d'entraîner son décès, d'entraîner sa mort subite. Maintenant, on n'est pas obligé de donner l'amiodarone pour prévenir, on n'est pas obligé de prévenir la fibrillation. Nous ne sommes pas obligés de prévenir la fibrillation. Le malade, il a fait un épisode de fibrillation. Il a fait 2 épisodes de fibrillation, 3 épisodes de fibrillation. Vous voulez donner l'amiodarone pour diminuer le risque d'apparition de fibrillation auriculaire. Ça ne veut pas dire que vous allez l'éliminer. Vous allez faire l'ablation de la FA. Ça ne veut pas dire que vous allez l'éliminer. Il y a des FA silencieuses. Même le malade, il ne va plus devenir symptomatique, mais certainement, il est en train de faire de la fibrillation silencieuse. Et on a détecté pas mal de patients qui ont bénéficié d'un traitement antiarythmique très rigoureux à base de dronédarone, à base d'amiodarone, à base de bêta-bloquants, et toutes les associations, et malgré l'ablation de la fibrillation et l'isolation des veines pulmonaires, ils continuent à faire de la fibrillation auriculaire. Donc on n'est pas obligé. Si on veut réellement prévenir la fibrillation
auriculaire, ça ne veut pas dire que la fibrillation, la prévention, elle est à 100%. Ça veut dire qu'on va juste diminuer le risque de réapparition de la fibrillation auriculaire. Vous voyez qu'on va donner un traitement antiarythmique juste pour diminuer la probabilité de l'apparition de la fibrillation auriculaire. Autant donner un traitement qui n'est pas dangereux pour le malade, ne pas entraîner son décès. Voilà donc ce que je voulais vous dire, que réellement, si le malade il présente une HVG et s'il fait de la fibrillation auriculaire, c'est un hypertendu, on peut pas donner les autres antiarythmiques. Ça c'est certain. Parce qu'il y a de la fibrose, parce que de point de vue électrophysiologique, ces antiarythmiques agissent à l'étage moléculaire et cellulaire de telle sorte qu'on peut avoir des phénomènes de réentrée très graves et des morts subites. Pour la première intervention pour la vie du malade, effectivement, on prend la vie du malade. D'ailleurs, je l'ai signalé dans le schéma, la vie du malade est obligatoire. Est-ce qu'il veut réellement continuer les antivitamines K? Est-ce qu'il veut switcher vers les nouveaux anticoagulants oraux? Ou parfois, il vous dit, moi, je ne prends ni l'un ni l'autre. Et c'est son choix. Nous, on lui explique le risque, mais c'est pas à nous de prendre la décision à sa place. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, bonjour, je suis le docteur Kacher. Juste pour la FA, vous avez parlé de la FA paroxystique. Ouais. C'est-à-dire, on a la permanente, la paroxystique. C'est-à-dire, vous avez parlé du SHATS 2 et plus, on donne les AVK. Et quand on a un SHATS à 1, et en général, on a des personnes âgées, et ils ont de l'hypertension, est-ce qu'on a le droit de donner du cardigique ou de l'aspigique? Deuxième remarque, juste comme ça. C'est-à-dire, ailleurs, on traite avec les AOD, parce que bénéfice-risque, ils sont plus efficaces que les AVK. Est-ce que c'est réel, avec des études scientifiques, ou non? Quoi? Vous n'avez pas entendu? La première, oui. La fibrillation auriculaire paroxystique, il faut la considérer comme la FA chronique, de point de vue anticoagulation, comme la FA chronique. On n'a pas le droit de donner du cardigique normalement. Les malades, j'ai une patiente qui est toujours hospitalisée au sein du service, hospitalisée pour ischémie aiguë du membre supérieur. On était étonnés pourquoi une vieille dame, elle est hypertendue, avec une... Et j'ai fait le Holter durant cette semaine et je tombe sur la FA silencieuse. La malade, elle ne se plaint de rien. Et réellement, c'était la FA qui a donné l'ischémie. Elle avait de l'HVG, elle avait une oreillette gauche qui est dilatée et elle fait de la FA paroxystique silencieuse sur le CG Holter. Et la malade, maintenant, comme elle a de l'ischémie aiguë, et elle commence à avoir même des petites nécroses au niveau des doigts, elle est sortie de chez nous aujourd'hui, avec le syndrome, avec les antivitamines K. Pour les nouveaux anticoagulants oraux, leur efficacité, elle est pratiquement la même que les antivitamines K. L'hémorragie, le risque hémorragique est identique, sauf qu'ils ne sont pas encore validés chez un valvulaire ou chez un prothétique. On ne peut pas donner les nouveaux anticoagulants oraux chez un valvulaire ou chez quelqu'un qui est prothétique, mais on doit donner les antivitamines K en fonction du SHATS, VASC. S'il est supérieur ou égal à 2, on doit donner, bien sûr en discutant avec le malade, l'anticoagulation, elle est indiquée. Maintenant, à 1, on peut donner de l'aspirine, on peut se contenter de l'aspirine, et à 0, on peut ne rien donner. Donc, si le SHATS VASC est à 1 et je peux donner que de l'aspirine, pourquoi je vais aller vers les NOAC? Je ne vais pas vers les NOAC. Les NOAC sont premièrement, les nouveaux anticoagulants sont premièrement très chers. On a quelques patients qui peuvent se permettre donc les nouveaux. On a des malades, parce que nous, on traite beaucoup de ce genre de malades. On a des malades qui sont sous nouveaux anticoagulants oraux. Mais si le SHATS VASC
est égal à 1, moi je n'indique pas ni les antivitamines K, ni les NOAC. On va prendre une question parce que... non, pas pour vous, parce qu'il y a d'autres qui... Il y a le docteur Hamish derrière vous, s'il vous plaît. Parce que déjà, on a accusé un peu de retard. Professeur, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous entendez par soutenu et Holter implanté? Les deux termes, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que vous appelez par soutenu pour les fibrillations, les troubles de rythme soutenus? Ah, les troubles du rythme soutenu? Oui, et Holter implanté. Qu'est-ce que ça veut dire par Holter? Le Holter implantable, c'est une petite puce qu'on met en sous-cutané, juste en face du cœur, et ça nous permettra de faire l'enregistrement des troubles du rythme pendant 3 ans et demi. Non soutenu, c'est-à-dire moins de 30 secondes. Voilà. Pratique rapidement, donc. Oui. Donc, il y a une étude récente qui a été publiée en mars 2018, une étude américaine. Ils ont travaillé sur les fibrillations paroxystiques ou chroniques et tout ça. Ils ont remarqué que beaucoup de malades ayant une FA qui n'a pas été détectée par ECG avec des ventouses. Quand ils ont fait des tracés ECG avec des patchs, ils ont pu détecter effectivement certaines AFA qui n'est pas détectée. Donc c'est une question un peu assez pratique. Donc parfois, quand on ne trouve pas les AFA, quand on est sûr, peut-être on suspecte une AFA et qu'on ne trouve pas avec un ECG Stentour 12 dérivations et ventouses, on utilise les patchs. C'est mieux, on détecte mieux, c'est-à-dire la transmission de... Donc c'est une question pratique. C'est le Holter implantable dont elle vous a parlé. Non, le Holter implantable et ECG de base avec patch, pour détecter mieux les patchs. Et puis pour la réserve coronarienne, est-ce que vous utilisez l'écho de stress? Merci. Et que le Schatz basque est élevé. Voilà, tout à fait. Il y a plusieurs moyens de détection de la FA. D'ailleurs, on peut même détecter la FA avec le pacemaker, on peut détecter la FA avec le défibrillateur qu'on implante. Il y a plusieurs maintenant moyens pour détecter la fibrillation auriculaire. Et il y en a beaucoup, et c'est grâce à ces moyens-là que maintenant on se rend compte qu'il y a de la FA paroxystique silencieuse qui passe inaperçue et que le malade il arrive au stade d'ischémie ou d'AVC et tous les accidents thromboemboliques. Voilà. Donc, on résume, la fibrillation auriculaire du rythme de plus fréquent acquérant chez l'hypertendu, donc pour le médecin général, est-ce qu'on va les autoriser à traiter, anticoaguler et donner des antiarythmiques? Eh ben voilà, donc si je résume un peu ce que je viens de dire, c'est que un hypertendu, vous lui faites le CG, vous savez détecter l'hypertrophie ventriculaire gauche avec le CG, vous demandez l'échocardiographie, vous cherchez surtout l'hypertrophie ventriculaire gauche, vous voulez traiter votre hypertension artérielle ou l'hypertension artérielle de votre patient, donnez les ARA2 et les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, ça va prévenir au moins ou diminuer le risque de troubles du rythme. Déjà, ça c'est un point fort pour les médecins généralistes. Maintenant, si vous soupçonnez et vous savez maintenant bien calculer le Schatz basque, donc vous calculez. Si vous voyez que votre patient, il est à haut risque thromboembolique et avec les éléments que j'ai donnés, c'était pratique, c'était une communication qui est faite pour les médecins généralistes. C'est une communication, c'est de point de vue pratique. J'ai simplifié les choses et pour que ça soit bien saisi. Il y a des facteurs arythmogènes, il y a une hypertendue, je traite avec les ARA2, je donne les IEC. Le malade il est à haut risque de fibrillation ou de tachycardie ventriculaire. Je demande un ECG Holter. S'il y a une forte suspicion, j'envoie le malade vers un cardiologue qui va lui prendre une décision pour les anticoagulants parce que c'est pas toujours facile de prendre une décision pour le traitement anticoagulant. Voilà. Ben merci, professeur Zizou. On va appeler professeur Ahmed. Donc,